Bonjour, nous sommes sur Perdition idéologique et nous allons continuer nos discussions sur tout ce qui se passe dans notre société. Si vous trouvez que le contenu de cette chaîne est intéressant, likez, diffusez, partagez, parlez-en parce que c'est important par les temps où toutes les voix ne sont pas audibles dans les médias. Le sujet d'aujourd'hui va être consacré à l'actualité, mais pas que à l'actualité. Nous allons parler de la guerre. Et j'ai choisi ce sujet parce que, comme tout le monde a pu remarquer, les mots ont une capacité, le sens des mots peut s'élargir ou bien se restreindre. Et donc, quand on parle de la guerre, on ne sait plus de quoi on parle, la guerre des boutons ou la guerre entre deux pays. Le sens de ce mot est extrêmement large. Et donc, pour débroussailler tout cela, j'ai invité aujourd'hui un spécialiste, quelqu'un que les auditeurs et les spectateurs de cette chaîne connaissent bien. Il s'agit de Éric Méchelan, docteur en histoire, auteur de nombreux articles consacrés aux relations internationales. Éric Méchelan est aussi l'ancien chef de l'analyse stratégique et de la prospective à la DGIC. Et avant de travailler pour le renseignement civil, il a passé 5 ans à la direction du renseignement militaire. Éric Méchelan a également travaillé 1 an au cabinet du ministre de la Défense nationale. Donc, c'est quelqu'un qui se connaît pas mal à la chose militaire. Et c'est lui qui va nous parler aujourd'hui de la guerre. Bonjour Éric. Bonjour Yana. Avant qu'on ne commence notre discussion, je voulais dire un mot sur notre génération ou la génération de ceux qui nous écoutent ou nous regardent. Nous sommes tous les enfants nés principalement après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, nous avons vécu dans une période relativement calme et nous avons toujours pensé que nous ne pourrons jamais voir une guerre ou quelque chose de cette ampleur qui s'est passé entre 1940 et 1945. Et c'est aussi la faute au pacifisme, on peut le dire de cette manière, parce que c'était une des idéologies dominantes après la guerre. Alors, principalement porté par la pensée philosophique occidentale, le pacifisme est perçu comme une position anti-guerre, ce qui est tout à fait inefficace aujourd'hui, nous le voyons. Mais le pacifisme s'inscrit également dans un cadre théorique un peu plus vaste, englobant des doctrines de non-violence, de résistance passive, de pureté morale, etc. Et donc, quand on parle de la guerre, on peut entendre souvent des choses qui peuvent paraître étranges à ceux qui les ont connues ou ceux qui s'y connaissent, comme c'est votre cas. Nous allons parler aujourd'hui des guerres que mène Israël contre ses ennemis. Et avant de vous donner la parole, je voulais ajouter quelque chose d'actualité. Donc, quand on entend des commentateurs des médias parler des guerres différentes, on les entend toujours en parler avec de l'émotion ou être choqué des ratios militaires quand ils comparent le nombre de tués à Gaza avec d'autres tués dans le monde entier. Pourtant, d'ailleurs, ils ne parlent pas beaucoup du monde entier. Donc, tout ça, ça pose des problèmes de terminologie, ça pose des problèmes conceptuels et ça pose des problèmes de connaissance, d'épistémologie. Donc, nous n'allons pas parler un jargon compliqué aujourd'hui, mais je voudrais quand même bien que vous expliquiez à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent ce que c'est. On a essayé de démêler tout cela pendant le temps de l'émission. Donc, je vous pose tout de suite ma première question. Éric Mécholan, qu'est-ce que la guerre? De quoi parle-t-on? Bien Yana, si vous ouvrez votre dictionnaire, il va certainement vous dire que la guerre se définit comme un état de conflit armé entre plusieurs groupes politiques constitués. Et quand vous aurez lu ça, vous aurez eu l'impression de n'avoir rien appris. En fait, c'est pas exact. Vous allez apprendre quelque chose de très très important, c'est que la guerre n'est pas une affaire de particuliers. Et ça, c'est essentiel. Et en fait, cette dimension est en grande partie responsable de ce qu'on appelle l'illusion juridique, qui est le principal obstacle à la compréhension du phénomène de la guerre. Euh, on pense, enfin, les gens pensent que la guerre est un acte volontaire et conscient, et donc c'est une forme d'extension à l'échelle collective du duel ou de la rixe entre deux ou plusieurs groupes. Et cette illusion a été largement confortée par l'esprit rationaliste des Lumières. Or, la guerre, ce ne sont pas deux individus qui auraient pu aller devant le juge au lieu de se battre. Penser qu'on peut régler un problème politique avec une solution juridique relève de l'illusion totale. D'où l'échec de toutes les tentatives de mettre la guerre hors la loi, comme le célèbre pacte Briand-Kellogg de 1928 qui avait pour finalité de mettre la guerre définitivement hors la loi. Alors, les pacifistes que vous avez mentionnés disent fréquemment que des guerres, que leur fréquence même prouve qu'elles ne résolvent rien. Le problème, c'est qu'on peut retourner l'argument en disant que
ben, il y a eu autant de plans de paix qui n'ont jamais fait disparaître les guerres. Donc, le serpent se mord un peu la queue. On va immédiatement aborder la question sous un angle moderne, plutôt contemporain, avec Clausewitz. L'armée, dans la civilisation occidentale où nous sommes, n'est qu'un instrument. Les guerres ne sont que l'expression ou les manifestations de la politique. Dans l'esprit occidental, la guerre est toujours la politique par d'autres moyens, et c'est ça qui fait essentiellement la différence avec la violence individuelle, qui par définition est toujours au service d'un intérêt privé. Et c'est pour ça que Clausewitz fait de la guerre un acte de violence dans le but de forcer l'adversaire à exécuter notre volonté. D'ailleurs, Rousseau, donc un homme des Lumières, dit, et c'est une citation célèbre, on tue pour vaincre, mais il n'y a point d'homme si féroce qui cherche à vaincre pour tuer. Or, le problème, c'est qu'on va trouver aujourd'hui des hommes si féroces qui cherchent à vaincre pour tuer. Et donc, la guerre joue un rôle de nature sociale. Et je vais vous choquer en disant ce que je vais vous dire, mais la guerre joue un rôle primordial dans la vie de tous les groupes, de différentes manières. Un peu comme la fête, de différentes manières. Comme la fête, la guerre permet un rassemblement, un rite de dépense et de gaspillage, de destruction ostentatoire, une exaltation collective, une sensibilisation physique et surtout une subversion des règles morales. Et une des spécificités de la guerre qu'elle partage avec les cérémonies extatiques, c'est que les participants savent à l'avance ce qu'ils vont ressentir et ce qu'ils vont faire. Ils vont avoir peur d'être tués et ils vont tuer. Merci, Eric. Oui, non, vous ne me choquez absolument pas parce que je pense que je vous donne la parole justement pour que vous expliquiez ce que ça veut dire. Dans le contexte, on entend le président de la République parler de la paix, cesser le feu pour obtenir la paix, etc., etc., alors qu'on voit très bien que ce sont des paroles verbales. Et alors, après cette définition, revenons à ce qui intéresse tout le monde et ce dont tout le monde jase aujourd'hui. Ce sont les guerres israélo-arabes ou en l'occurrence israélo-perses. On parle de l'Iran. Dans quel cadre conceptuel faudrait-il penser ce type de guerre ou ces guerres? Alors, il faut bien mettre en perspective l'époque moderne avec le reste de l'histoire de l'humanité. Pendant très longtemps, les humains ont vécu dans un entre-deux où paix et guerre étaient imbriqués en permanence. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire du concept de guerre, mais disons que dans la période pré-moderne, ou jusqu'à la période moderne, tous les acteurs politiques recourent conjointement à des opérations de grande ou de plus faible envergure et à des négociations diplomatiques en accordant leur préférence à l'une ou l'autre méthode et surtout en jouant sur les deux tableaux en même temps. La distinction entre la paix et la guerre, elle apparaît en Occident. C'est assez récent, en fait, au XVIIe siècle. Et avec les traités de Westphalie en 1648 et l'affirmation de la puissance étatique, qui est finalement victorieuse des résistances féodales, on a pour la première fois une frontière nette entre la guerre et la paix. On nommera au XXe siècle cette frontière non-ingérence. Et c'est la même idée. Les États ont des frontières et sont chez eux, à l'intérieur de ces frontières. Et quand ils se battent, bah, c'est entre eux. Au XIXe siècle, la guerre prend véritablement, avec Clausewitz que j'ai mentionné tout à l'heure, son sens d'action rationnelle, doté d'objectifs identifiés qui répondent à la satisfaction des intérêts, non plus d'un noble ou d'un particulier, mais d'une entité politique, et en l'occurrence ici un État souverain. Et la guerre, telle qu'elle est théorisée par Clausewitz et conçue par tous les contemporains depuis, est réservée à la compétence exclusive des militaires. Et elle appartient au monde du calcul et de l'intérêt politique. Clausewitz a écrit la célèbre phrase: le combat et les sacrifices sont à la guerre ce que le paiement comptant est aux affaires. On ne peut pas dire mieux, il s'agit d'intérêt rationnel. Et alors, la guerre n'est plus une sorte de ring sur lequel deux adversaires se rencontrent et se donnent des coups jusqu'au moment où il y en a un qui fait sortir l'autre. La guerre, ça devient une activité véritablement rationnelle. Elle vise à déborder l'ennemi, à l'encercler, à l'isoler, à le priver de vivre, et finalement à obtenir sa capitulation, idéalement sans avoir à combattre pour le sol qu'il occupe. Alors évidemment, il faut souvent le faire, mais on fait tout ce qu'il faut pour l'éviter. Et donc, à un moment, coupé de son centre de décision politique et des moyens qui rendent possible son action, une armée est considérée comme battue. Ça, c'est la guerre, on va dire, du 19e siècle. Et le paradoxe, c'est qu'au XXe siècle, on fait un premier pas en arrière. On fait un premier pas en arrière avec le concept de la guerre totale. C'est-à-dire que ce ne sont plus des armées qui se battent contre des armées pour éviter tous
toutes les abominations commises par la soldatesque des époques médiévales et modernes, on revient au ciblage des populations. Et c'est très clair avec les grands bombardements de la Deuxième Guerre mondiale de villes entières, Londres, Tokyo, Dresde et bien sûr Hiroshima et Nagasaki. Mais c'est un changement dans les moyens. La population entière devient cible, mais pas dans la fin, parce que ce sont toujours des fins étatiques. Et avec la guerre froide, l'intensité de la guerre décroît. On n'a plus de massacres ou de l'ampleur de la Deuxième Guerre mondiale. Mais avec les guerres coloniales ou les guerres menées par les vassaux des deux grands blocs, on a un retour aux marges de ces deux blocs du mélange guerre et paix. Donc on a l'impression qu'on revient un peu en arrière. Et les guerres de la décolonisation et les guerres d'après la Deuxième Guerre mondiale sont toutes des guerres très limitées. Et c'est la raison pour laquelle elles sont en général toutes perdues par le colonisateur qui impose une limitation à sa guerre, limitation tirée de la définition qu'on vient de voir, à l'inverse de son adversaire qui ne connaît aucune limite. Et donc les guerres dites de basse intensité par les stratèges peuvent être, et sont le plus souvent, des combats à mort avec un degré de violence très supérieur à celui des guerres classiques entre armées où il y a un résidu d'esprit chevaleresque qu'on peut discerner. Et en fait, le degré de violence d'une guerre, c'est celui que choisit l'un des acteurs. Et l'autre s'y soumet nécessairement. Alors, les guerres israélo-arabes qui entrent dans la deuxième moitié du XXe siècle, ben, elles entrent dans ce cadre. Parce que ce sont des guerres qui sont organisées par l'URSS et les États-Unis. Au début, pas eux, puis très vite eux. La guerre d'indépendance, c'est la guerre de 56, la guerre de 67, et puis la guerre de 73. Et même d'une certaine manière, les guerres du Liban de 82 et de 2006, d'Israël contre l'OLP, puis le Hezbollah, restent des guerres entre un État et puis un groupe politique identifié comme tel, même si c'est pas un État avec une armée. Mais en même temps, Israël vit les guerres d'avant. Je pense à la guerre d'usure de 70 avec l'infiltration des Fédayines, euh, qui dure depuis les années 50, mais qui commence à prendre une autre ampleur en 70. Et en fait, à Gaza, puisque c'est essentiellement de ça que vous voulez me parler, euh, la guerre qui commence en 2023 est une guerre qui en réalité commençait en 2008, avec des poussées de violence en 2012, en 2014, en 2021, et puis la pire évidemment en 2023. Et elle ressemble en partie aux guerres prémodernes, parce que du côté palestinien, il y a l'absence d'une armée. Mais il y a tout de même l'existence d'une entité politique qui est le Hamas. Donc on est un peu dans un entre-deux aujourd'hui. Pourquoi le Hamas et pas l'autonomie palestinienne? J'ai pas entendu, pardon. Pourquoi le Hamas et pourquoi pas l'autorité palestinienne? Parce que l'autorité palestinienne ne mène pas aujourd'hui une guerre qui peut s'appeler guerre contre l'État d'Israël. L'autorité palestinienne a dans sa raison d'être la destruction de l'État d'Israël, mais elle ne la met pas en œuvre comme le fait le Hamas depuis 2023. Ok. Et alors, donc, d'aucuns vont vous dire il s'agit d'une guerre asymétrique, puisqu'il y a un État en face d'autres entités qu'on peut appeler entités terroristes, etc. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Alors c'est vrai, la guerre dite de basse intensité à armes inégales est souvent asymétrique ou dissymétrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symétrie qualitative ou quantitative entre les belligérants. Et c'est devenu l'unique option qui permet aux plus faibles de tenir tête aux plus puissants, précisément parce que les Occidentaux, et au Moyen-Orient les Israéliens, ont prouvé leur indiscutable supériorité en matière de combat symétrique. Donc qu'est-ce que font les pays développés? Eh bien, ils emportent leurs bombes dans des avions qu'ils lâchent sur leurs adversaires. Les plus pauvres, ils emportent leurs bombes dans des valises, dans des ballons ou dans des lance-roquettes mobiles. Voilà, c'est ça la différence. Mais Israël ne mène pas aujourd'hui une bataille comme, comme elle en a mené contre les États arabes depuis sa création. Elle ne mène même pas une bataille comme celle de Fallujah, de Mossoul ou de Raqqa contre des groupes terroristes ou l'État islamique, qui impliquaient des cibles uniques, si on peut dire. Là, elle mène une guerre impliquant de grandes batailles urbaines synchronisées à quatre dimensions, sur terre, sur mer, dans les airs et dans le sous-sol. Et on va dire même dans une cinquième dimension qui est dans la presse, dans les médias. C'est une guerre à Gaza de nature urbaine, particulièrement difficile en raison de la densité de population qui n'est pas, comme on l'a dit, la plus grande du monde, mais qui est quand même réelle. C'est sur un terrain que l'adversaire connaît évidemment mieux puisqu'il y habite. C'est une guerre qui se déroule avec des otages israéliens à l'intérieur de Gaza. Et en fait, aucune armée dans l'histoire moderne
à ma connaissance, pas non plus dans l'histoire prémoderne, n'a affronté dans ces conditions plus de 30 000 défenseurs, dont plus de 7 villes, utilisant sa population comme bouclier humain et se cachant dans des centaines de kilomètres de réseaux souterrains délibérément construits, sous des sites protégés par les lois de la guerre, on en reparlera plus tard si vous voulez, et en interdisant à la population d'utiliser ces tunnels pour se protéger. Donc en fait, vous avez la guerre la plus compliquée de l'histoire de l'humanité qui est en train de se dérouler à Gaza à partir de 2023. Et les Israéliens sont obligés d'aller sur le terrain parce que tout ne peut pas se faire par avion. Il y a énormément de cibles matérielles et humaines que les avions ne peuvent pas toucher. Et puis, le Hamas est parvenu à se cacher dans les tunnels, donc à un moment, il faut y aller. Et d'autre part, le renseignement technique ne peut pas tout recueillir. Et les cibles les plus petites ne peuvent pas être repérées par ces renseignements. Donc, il faut un examen au sol, et c'est la raison pour laquelle les soldats israéliens y vont. Mais ça reste la guerre la plus compliquée de l'histoire de l'humanité, et quand vous faisiez référence tout à l'heure aux demandes de cessez-le-feu, en fait, les demandes de cessez-le-feu qu'on entend de temps en temps sont des demandes de sauvegarde de la capacité qu'aurait le Hamas de reproduire ses attaques ou de détruire Israël. Et cessez-le-feu, c'est en fait la permission qu'on accorderait au Hamas de reconstituer les unités et les stocks perdus, tout en aveuglant les Israéliens qui ne pourraient plus mener ces recherches sur le terrain pendant ce temps. Je crois que personne n'imagine, un mois après le débarquement en Normandie, d'organiser un cessez-le-feu pour permettre aux Allemands de faire revenir leurs réserves de chars en Normandie pour mieux se battre contre les Américains. Ça défie l'entendement. Pourtant, c'est ce qu'on entend à propos de la guerre à Gaza. Et à propos de la guerre en Iran aussi, avec exactement les mêmes discours qu'on a pu lire dernièrement dans le Figaro, prononcés par le président de la République. Mais je reviens quand même à la question de cette guerre avec Gaza. Vous avez parlé des guerres symétriques et asymétriques, mais la guerre à Gaza, ce n'est pas uniquement une guerre menée contre le Hamas, c'est la guerre qui est menée par les proxys de l'Iran. Parce que le Hamas a été quand même armé, entraîné, préparé à cette guerre par plusieurs autres pays arabes, dont l'Iran. Donc c'est une guerre avec les proxys de l'Iran. D'une certaine manière, oui. Simplement, il est évident que si l'Iran n'avait pas été là, les frères musulmans du Hamas auraient voulu mener leur guerre de la même manière. Ils l'auraient simplement fait autrement. Exactement. Et c'est ce que d'ailleurs dit Emmanuel Razavi dans son livre La face cachée des mollahs, en montrant le lien très étroit entre l'idéologie des frères musulmans chez les chiites et chez les sunnites. Euh, mais ça, c'est une autre paire de manches. Euh, Autre question, puisqu'on parle de la guerre avec quand même les frères musulmans, donc les islamistes, est-ce qu'il s'agit d'une guerre telle qu'on la comprend nous en Occident, ou est-ce qu'il s'agit d'une guerre qui est faite selon les normes d'une autre culture, d'une autre civilisation, des normes islamiques, en fait? C'est une question complexe. Il faut d'abord revenir à la célèbre sourate 29, verset, 69, pardon, verset 27. Je vous l'ai dit, faites la guerre à ceux qui ne croient pas en Dieu et à ceux d'entre les hommes des Écritures qui ne professent pas la vraie religion. Faites-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils payent le tribut de leurs propres mains et soient soumis. Donc il y a une obligation pour les musulmans de faire la guerre à tout le monde. Et c'est pour ça que dans le droit islamique, il y a deux territoires au monde à l'origine, le territoire de la guerre et le territoire de la paix. C'est une frontière qui est délimitée nettement en droit à compter de l'époque abbasside, avec d'un côté donc le domaine de l'islam qui s'appelle le domaine de la paix, et de l'autre le domaine de l'impiété qui s'appelle le domaine de la guerre. C'est une frontière qui est tracée par la tradition juridique. Et par la suite, c'est vrai, alors on va pas rentrer là-dedans en détail, mais il y a beaucoup de docteurs de la loi qui affinent ce clivage. Et il faut imaginer que la paix se met à décroître au fur et à mesure qu'on s'éloigne du cœur géographique de l'islam. Il faut se représenter une série de cercles concentriques autour de la Kaaba. Donc d'abord le territoire sacré de la Mecque et de Médine, où les non-musulmans n'ont pas le droit de pénétrer, puis celui du Hejaz, de l'Arabie tout entière, qui est une sorte de mosquée géante où aucun signe extérieur d'infidélité n'est permis, d'où le problème en 1990-91, lors de la guerre du Golfe, et l'invitation des Américains à venir défendre l'Arabie saoudite qui a fait piétiner ce sol par des mécréants et qui a provoqué la réaction de gens comme Ben Laden. Et puis, au-delà, vous avez le domaine de la paix, c'est-à-dire ce qui a été conquis par les armées islamiques, et encore au-delà, le domaine de la guerre. Selon certains juristes, il y a d'autres domaines, il peut y avoir le domaine du tribut,
à ma connaissance, pour l'école chafite, avec les nations avec lesquelles le souverain musulman a contracté un traité à son avantage, il y a le domaine de la trêve. Pour quelques docteurs, il y a des espaces d'impiété, mais où les croyants peuvent vivre en paix en vertu d'un accord spécifique garantissant leur sécurité. Il y a le domaine du pacte. Et puis, il y a le domaine de la prédication, où nous nous trouvons, nous, en France, c'est-à-dire des terres à conquérir sans faire nécessairement la guerre, parce que la communauté des croyants, l'Oumma, ne peut pas la mener, ou parce que la conquête se fera mieux sans guerre. Alors, dès l'origine, le droit islamique s'adapte aux circonstances, c'est-à-dire que les musulmans ne doivent pas rechercher la guerre s'ils ne peuvent assurer l'expansion de la communauté des croyants pacifiquement, et, et sinon, ils n'ont pas le droit de la refuser. Néanmoins, et ça c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, il y a deux djihad guerriers. Le grand djihad, c'est la maîtrise de ces passions qu'on trouve dans toutes les civilisations du monde, et que les musulmans ont repris de toutes les cultures du Moyen-Orient de l'époque. Et il y a le djihad, le petit djihad, qui est le djihad guerrier. Il y en a deux. Il y a l'offensif et le défensif. Et là, il y a un très très gros problème, c'est que en droit islamique, le djihad offensif, donc la guerre perpétuelle pour étendre le territoire de la paix, le domaine de la paix, ne peut être mené que par un calife légitimement reconnu. Or, en 1924, Atatürk abolit le califat, et donc il n'y a plus de moyens légitimes pour les musulmans de conquérir le reste du monde par la guerre. Alors, il y a peut-être beaucoup de musulmans qui en sont très contents d'être débarrassés de cette obligation. Et puis, il y a ceux qui le regrettent, qui sont orphelins de ce commandement. Ce sont les frères musulmans et qui décident dès 1928 de s'organiser pour trouver une autre solution. Mais à côté de ça, il y a le djihad défensif. Et il est très, très différent. Et quand l'ennemi attaque la communauté des croyants, tous les musulmans doivent prendre individuellement les armes pour la défendre, quoi que décident leurs autorités, et sans elles si c'est nécessaire. Or, au Moyen Âge, et ensuite sous l'Empire ottoman, le territoire de la région d'Israël et de ses voisins était sous domination islamique. Donc en fait, c'est un territoire perdu, et en droit islamique, tout territoire qui a été islamique une fois doit le rester ou le redevenir. Donc, et je vais peut-être choquer encore des gens en disant ça, le 7 octobre 2023, il n'y a eu aucune attaque contre Israël. Il y a eu l'expression d'une défense. L'Oumma se défend contre un, un envahisseur qui a osé reprendre ce qui a été conquis par le djihad au Moyen Âge. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a aucune condamnation par les docteurs de la loi de ce qui s'est passé le 7 octobre. Al-Azhar a dit non, en fait c'est très bien, on ne peut pas condamner ça, c'est un devoir accompli. Souvenez-vous que le grand cheikh Ben Baz, qui est mort en 99, qui était le plus grand des oulémas d'Arabie Saoudite à l'époque, l'avait très bien expliqué. Le djihad est une obligation individuelle qui ne requiert l'ordre d'aucune autorité supérieure concernant tous les territoires qui ont été islamisés un jour et qui ne le sont plus aujourd'hui. Et cette liste, elle est très connue. Alors, il y a ce qu'ils appellent la Palestine, mais il y a Boukhara, le Liban, le Tchad, l'Érythrée, l'Ogaden, la Somalie, l'Assam, les Philippines, la Birmanie, une partie du Yémen, une partie de l'Ouzbékistan, la Bosnie, Ceuta, Melilla, et tout le sud de l'Andalousie, enfin tout le sud de l'Espagne, pardon, l'Andalousie, qui sont sortis de la souveraineté islamique et où la charia ne s'applique plus. Lors de son procès pour la préparation d'un attentat contre l'ambassade des États-Unis à Paris, Jamel Bégal avait justifié ses actes au motif qu'un jour, une partie de la France a fait partie d'un califat islamique. Et donc, c'est d'ailleurs très très savoureux à mes yeux de voir l'alignement de l'Espagne aujourd'hui sur le Hamas, alors qu'en fait, si Israël tombe, ils sont la prochaine cible. C'est assez savoureux. Enfin, de manière générale, la stratégie globale du Hamas est fondée sur ce droit. Et ensuite, elle est fondée au niveau tactique sur ce que le droit occidental de la guerre, et qui n'est pas le sien, considère comme un crime de guerre. Pourquoi? Ben, d'abord, parce que contrairement à ce que dit Clausewitz, le Hamas, il n'a aucune envie de forcer son adversaire à exécuter sa volonté. Le Hamas, il se bat pour exterminer son adversaire, pour l'éliminer de manière définitive, pour l'éradiquer. Et la charte du Hamas, comme celle de l'OLP d'ailleurs, prévoit la destruction totale d'Israël en tant qu'État, et par voie de conséquence, celle de ses habitants. Donc, la guerre là-bas est quelque chose de très particulier. En fait, d'un côté, un État qui joue selon des règles
moderne et occidentale pour qui la guerre est toujours une manière d'imposer une volonté politique, et de l'autre, vous avez le Hamas et d'autres acteurs qui sont dans une logique de droit islamique qui n'a rien à voir et qui ont le devoir d'exterminer leur adversaire, et pas du tout de lui imposer leur volonté. Euh, Quand on lit les deux chartes, la charte du Hamas et la charte de l'OLP, on y voit exactement la même chose, mais formulée de manière différente. Si on parle du langage, dans la charte de l'OLP, c'est plutôt le langage du panarabisme, panationaliste arabe qui apparaît, et dans la charte du Hamas, c'est le langage islamique. Mais en fait, il s'agit absolument de la même chose, présentée de manière différente, en puisant sa rhétorique dans deux mouvements différents. Le but est le même. Euh, la question que je voudrais vous poser, c'est ce qu'on voit et c'est ce que vous venez de dire. Donc, on comprend tout à fait la logique du Hamas. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas choquant ce que vous avez dit si on se met dans la tête des gens du Hamas pour qui les Juifs sont les ennemis éternels qu'il faut exterminer. Mais dans ce cas-là, la guerre qu'ils mènent ne peut pas avoir de finale. Parce que même s'il y a une paix, c'est une paix que eux ils vont considérer comme une trêve, comme Houdna. Et la seule victoire possible dans la guerre, ça va être l'extermination des Juifs. C'est-à-dire que c'est soit eux, soit nous. Autrement, ce n'est pas concevable. Et donc, du coup, on ne peut pas raisonner quand on fait la guerre avec eux du point de vue du standard occidental que vous avez mentionné. C'est un des problèmes qu'on va se poser au fil de notre entretien, mais c'est absolument vrai. La trêve en droit islamique ne peut pas durer plus de 10 ans, et pendant ces 10 années, le pouvoir islamique qui signe une trêve doit se donner les moyens de repartir en guerre. Ce qui, soit dit en passant, pose un sérieux problème pour la compréhension des accords d'Abraham. Mais c'est un autre sujet. Le Hamas rentre dans une catégorie qui défie un peu les cadres de compréhension occidentaux, parce que nous avons en gros trois catégories d'ennemis connus et identifiés. Nous avons des armées, des guérillas et des terroristes. Alors, la différence entre une guérilla et un terroriste repose principalement sur la définition de la guérilla comme un groupe qui arbore des signes distinctifs, une organisation militaire et surtout qui exerce en général une autorité sur un espace limité, même de façon temporaire. Euh, le terroriste n'a pas de définition internationale juridique. En fait, est terroriste celui que l'on veut qualifier de terroriste. On ne va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. Le Hamas, il n'entre pas tout à fait dans la définition de la guérilla parce qu'il contrôle son espace, il a une structure politique, une organisation militaire, mais il ne porte pas d'uniforme au combat. C'est pas une armée et c'est pas une guérilla non plus. Mais en même temps, il se bat à l'extérieur en utilisant des attentats, mais il se bat d'une autre manière aussi. Et donc, un des éléments constitutifs du terrorisme est devenu rapidement au XXe siècle, après la phase anarchiste, le choix de victimes innocentes et non plus des chefs du groupe ennemi. Et donc le terrorisme est apparu très vite comme une sorte de forme pervertie de la guerre, où dans l'esprit moderne, la victime qui tombe est ce qu'on appelle pudiquement un dommage collatéral si c'est un civil. Tandis que là, ce sont ces civils qui vont être visés, et c'est une forme pervertie du combat dans la guerre. Le problème, c'est qu'en général, le terroriste agit lorsque la situation est une situation de paix. Et donc, on a une difficulté conceptuelle en Occident à comprendre que l'action terroriste contemporaine est dictée par la négation du cadre de la cité, et non par la limitation des libertés qu'elle impose. Ce que je veux dire par là, c'est que les terroristes ne sont pas des pauvres gens opprimés qui s'expriment de la seule manière qu'il leur reste. Le terrorisme est l'expression des gens qui nient la cité en tant que telle, qui nient le politique, et pour qui euh, la guerre est aussi, comme chez les modernes, la poursuite de la politique par d'autres moyens une fois qu'on a renoncé à la politique. C'est ça le paradoxe. Et pour eux, la fin justifie les moyens. Par définition, leur guerre ignore toute règle de conduite. Donc, ils se prétendent des soldats, mais ils se conduisent en fait comme des criminels de guerre en temps de paix, paradoxalement. Ce qui fait que d'ailleurs, considérer les terroristes comme des criminels de droit commun relève de la faute de jugement. Il est très connu
que les héros de guerre peuvent avoir l'âme à la fois d'une victime et d'un meurtrier. Le héros de guerre est, même dans un monde désacralisé, laïcisé, est une sorte de martyr qui tue et qui assume son propre sacrifice possible en même temps que le fait de tuer autrui. Et se préparer à sa propre mort ajoute d'une certaine manière à la justification de l'élimination de l'autre. Cette idée qui est présente dans tout acte héroïque, elle est au cœur de la notion de martyr islamique. Et je me souviens que Gaston Boutoul, le sociologue qui est fondateur de la polémologie comme discipline, expliquait qu'il était très courant que des peuples moins civilisés ou moins riches que leurs voisins investissent dans la brutalité et dans l'extrême violence à titre de compensation. Et en fait, c'est ce qu'on voit ici au Moyen-Orient avec des bombes humaines ou des boucliers humains ou des attentats terroristes d'une brutalité, d'une violence, d'une cruauté qui vont très au-delà de ce qu'on a vu en Occident depuis la guerre de 30 ans. Mais en même temps, quand on regarde le monde musulman, on a vu ça en Algérie avec, par exemple, le FLN. C'était exactement les mêmes exactions, avec la même cruauté, avec exactement les mêmes manières d'être et de se comporter pendant la guerre. Si je vous écoute, si je vous comprends bien, les terroristes du Hamas, comme on dit dans notre langage, on peut les considérer comme des soldats qui mènent une autre guerre. Quel va être, comment se pose une question du langage et du droit à la fois. Alors, le droit s'exprime par le langage et Ouais. le droit change les mots en fonction du cadre qu'il veut donner à l'activité des hommes. Euh, pour vous répondre, il faut remonter un peu en arrière. Il faut remonter pour expliquer le droit de la guerre aujourd'hui et le droit humanitaire qui s'exprime dans la guerre, il faut remonter à l'origine de ce droit. Malgré les efforts des juristes anciens, seule la tradition de solidarité chrétienne et puis un certain sens de la chevalerie au Moyen Âge joue un rôle régulateur dans les combats entre nobles à l'époque prémoderne. Pendant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la soldatesque se livre à toutes sortes d'abominables excès en permanence. Donc très vite, il y a eu en Occident, et dans l'islam aussi d'ailleurs, la volonté de rendre la guerre moins destructrice, donc plus politique. Une guerre juste dans la chrétienté. Et à partir du XIIe siècle, Thomas d'Aquin, surtout les canonistes, cherchent à définir juridiquement la guerre juste. Et la première chose qu'ils disent, c'est que le seul objectif légitime de la guerre est la paix. Et donc la guerre peut devenir nécessaire pour rétablir et imposer une paix injustement violée. Mais elle demeure un désordre si grave qu'il est coupable d'y recourir si l'objectif légitime ne peut pas être atteint par d'autres moyens. Donc en fait, pour ces théologiens, les souffrances résultant de la guerre sont permises. Quand je dis permises, ça veut dire évidemment par Dieu, donc ils sont les porte-parole, tant que les parties prenantes ne s'infligent pas des souffrances plus qu'indispensables. Et de quoi s'agit-il? Eh ben, il s'agit de trois piliers de la guerre juste, une autorité légitime du prince, une cause juste et une intention droite. Et puis à la fin du XVIe siècle, on commence à voir deux grandes branches du droit de la guerre se séparer, le jus ad bellum, qui indique dans quelles conditions on peut aller en guerre, et le jus in bello, qui précise comment la guerre doit être conduite, selon quels critères de proportionnalité, de distinction entre civil, militaire. L'idée est d'empêcher des maux qui ne seraient d'aucun profit pour la victoire, ou en tout cas hors de proportion avec les avantages escomptés. Et vous voyez que quand on dit profit, on fait déjà revenir la terminologie rationnelle du calcul qui va nous emmener vers la guerre comme continuation de la politique. Et au fil des siècles, le droit de la guerre évolue et puis un pan entier de ce droit est consacré aux diverses protections dont doivent jouir les non-combattants. Alors les non-combattants, et les gens l'ont complètement oublié aujourd'hui, les non-combattants, ce sont les soldats, mais lorsqu'ils sont blessés ou capturés. Et donc la Convention de Genève de 1864 sur l'amélioration du sort des militaires blessés en campagne fait passer le jus in bello chrétien, si vous voulez, sous forme modernisée dans le droit international. Ça a été révisé en 1906, en 1929, ça s'est étendu aux prisonniers de guerre, ça a pris une nouvelle forme dans les conventions de Genève de 49, qui inclut enfin la protection des civils après les massacres de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'est une forme de sécularisation en Occident et de juridicisation, puisque vous me posez une question sur le droit, des principes chrétiens de la guerre juste.
Alors, les distinctions entre actes guerriers et assassinats ont largement fluctué au fil des siècles, mais le monopole étatique sur la guerre à partir de l'époque moderne fait quand même une différenciation qu'on peut, qu'on peut plus mettre en cause, avec notamment l'uniforme comme élément clé de la visibilité de cette différenciation. Et les conventions de La Haye de 1899 et 1907 accordent le statut de belligérant aux combattants irréguliers, c'est-à-dire les gens qu'on considérerait euh, comme des francs-tireurs, euh, et dans la catégorie desquels beaucoup de gens placent le Hamas aujourd'hui, puisque ce ne sont pas une armée d'un État. Cela dit, à cette époque-là, il y avait quatre réserves pour considérer un combattant comme irrégulier et le faire bénéficier des protections du droit international. Leur subordination à un commandement reconnu, leur identification par un signe visible, le port apparent de leurs armes et leur conformation aux lois et coutumes de la guerre. Et vous voyez bien que le Hamas ne coche pas les quatre cases. Ce que, paradoxalement, avec tous les crimes qu'ils ont pu commettre, les nazis cochaient. Et jusqu'à la Convention de 1949, les particuliers qui prenaient les armes ne pouvaient pas être considérés comme des belligérants, ni comme des civils susceptibles d'être protégés par le jus in bello. Donc en fait, leur sort était systématiquement réglé. Quand on prenait quelqu'un en civil avec une arme à la main en train de tirer sur vous, et là, on le faisait passer par le peloton d'exécution. C'est tout. Tout le monde a fait ça, en gros, jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, les guerres de la décolonisation, à cause des mouvements nationaux qui se sont mis à se battre contre les puissances coloniales, ont poussé à une évolution du droit, avec la célèbre modification du protocole 1 additionnel aux conventions de Genève en 77 sur la protection des victimes des conflits armés internationaux, qui accorde à tous les combattants avec ou sans uniforme la même protection. Et donc, en fait, on donne cette protection à des gens qui ne représentent plus une autorité politique reconnue, au nom de l'autodétermination. Et surtout, on interdit le contrôle de cette violence, de cette nouvelle violence, par quelque instance supérieure. Et cette évolution, elle est capitale. Et elle change toute la structure mentale dans laquelle on est aujourd'hui, parce qu'elle permet à chacun de revendiquer le statut de combattant et les égards afférents en cas de capture, sans pour autant que ces combattants aient à se soumettre au même devoir que les militaires qui sont en face d'eux et qui agissent à découvert. Et donc, en fait, on a un paradoxe qui se passe dans les années 70, avec des valeurs de la tradition de la juste guerre qui avaient été sécularisées, et puis qui sont finalement répudiées au nom de la justice de la cause de certains dans la guerre. Et en fait, qui en sont les bénéficiaires? Ben, tous les terroristes qui peuvent maintenant se labelliser combattants de la liberté. Qui sont les perdants? Ben, les armées contemporaines, qui ne peuvent plus faire la guerre comme elles la faisaient avant. Maintenant, le droit consacre, si vous voulez, le combat entre une armée moderne, post-Westphalie, post-clausewitzienne, et des combattants prémodernes. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, si je vous écoute, bah, c'est une situation inextricable parce que quand on parle d'Israël, Israël mène une guerre tout à fait légale, si je peux dire. Israël respecte les lois de la guerre dont vous parlez. Alors, évidemment, Israël, depuis 2023, est accusé de ne pas respecter les lois de la guerre et ses dirigeants et ses militaires font même l'objet de mandats internationaux au titre de différents crimes de guerre. Euh, L'enjeu ici, c'est la qualification, d'abord, avant de parler du nombre et de l'identité, mais la qualification des pertes dites civiles à Gaza. Donc, on se rappelle qu'on est à Gaza avec une armée qui combat un ennemi retranché dans un terrain urbain dense, dans une zone qui est à peu près grande comme deux fois la ville de Washington. Donc, cette zone étant habitée, il est pratiquement impossible d'éviter des pertes civiles, et c'est ça tout le problème. D'où les informations faisant état de dizaines de milliers de Palestiniens tués et qui font la une des journaux. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer à nouveau, c'est que il n'y a pas de civils à Gaza. Je m'explique. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont habillés en civil, mais il n'y a pas de civils parce qu'il n'y a pas à côté d'eux des militaires identifiables comme militaires. Il n'y a à Gaza pas de civils parce qu'il n'y a que des civils. Tout le monde entre dans la catégorie de civils, et même les membres du Hamas qui combattent en civil, puisque vous ne les voyez avec des insignes et des uniformes
que lorsqu'ils paradent lors de leur cérémonie, mais lorsqu'ils se combattent, ils ne les portent pas. Donc, en fait, s'il n'y a que des civils, il n'y a plus de distinction entre civils et militaires. C'est un gros problème pour une armée qui combat. Donc, il faudrait plutôt parler de combattants et de non-combattants. Et n'oubliez pas que l'inverse est vrai. Dans l'islam, on n'a pas le droit de tuer des non-combattants à la guerre. Ensuite, leur statut, la manière dont on peut les réduire en esclavage, tout ça est très détaillé dans le droit islamique. Mais tuer pour tuer des gens qui ne se battent pas, c'est interdit. Mais par contre, on peut les prendre en otage. Alors, c'est plus compliqué parce que un otage, dans le droit traditionnel du temps, c'est quelqu'un qu'on remet volontairement à l'adversaire pour qu'il le garde en échange du fait qu'on va honorer un traité. Par exemple, Attila a été otage à Rome pendant toute son enfance, avant de retourner chez lui et d'attaquer Rome. Mais aucun Romain n'a eu l'idée de le tuer ou de le maltraiter. C'était un prince d'un royaume lointain. Pour le Hamas, c'est là que la chose devient plus subtile, et comme l'ont expliqué de nombreux docteurs de la loi islamique, il n'y a pas de civils en Israël, non plus. Et pour une autre raison, c'est parce que Israël possède une armée de milices, c'est-à-dire que tout le monde va faire ce service militaire, et non une armée professionnelle. Donc, tous les Israéliens sont des soldats et des cibles légitimes. Alors maintenant, pour répondre à votre question sur le respect du droit de la guerre par Israël, je vous le dis tout de suite, et je vous le dis non pas parce que c'est mon opinion, parce que j'en ai aucune, je vous le dis parce que je lis non pas la presse généraliste, mais les revues spécialisées militaires, et je parle avec des militaires. Israël a pris plus de mesures pour éviter des dommages inutiles aux non-combattants que tout autre pays ayant mené une guerre urbaine depuis l'histoire de l'humanité. En fait, Israël a pris des mesures de protection que même les États-Unis n'ont pas prises lors de leur guerre en Irak ou en Afghanistan. Alors, dans les conflits précédents, l'armée israélienne avait imposé des règles extrêmement strictes pour éviter toute victime dite collatérale et réduisant ainsi sa propre efficacité contre les menaces terroristes dissimulées parmi les populations locales. Ce sont ces règles extrêmement strictes qui sont en partie responsables de l'ampleur des massacres du 7 octobre, puisque l'armée israélienne n'a pas répondu comme elle aurait dû, au motif que les gens qui étaient rentrés sur le sol israélien étaient des civils et non des combattants. Après le 7 octobre, les Israéliens ont revu leurs règles d'engagement pour prendre en compte la stratégie du Hamas, mais leurs frappes, celles des Israéliens, restent toujours très ciblées et toutes leurs procédures sont conformes aux normes internationales. Alors, le meilleur moyen d'éviter les pertes civiles lors d'une guerre urbaine, c'est de donner l'alerte et d'évacuer les zones urbaines avant le début de toute attaque, terrestre ou aérienne. Cette tactique, elle est très impopulaire auprès des militaires pour une raison évidente. Elle alerte le défenseur qui lui donne davantage militaire. Les États-Unis ne l'avaient pas fait avant leur première invasion de l'Irak en 2003, d'où des grandes batailles urbaines, notamment à Bagdad. Ils l'ont pas fait avant la première bataille de Fallujah en 2004, et ça a été un massacre de non-combattants. Alors, les Israéliens, eux, n'ont pas fait ça du tout. Ils ont pris des précautions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, ils ont donné des jours, puis des semaines d'avertissement, et donc le temps nécessaire aux non-combattants pour évacuer leurs habitations avant de lancer leurs attaques. Ensuite, ils ont utilisé ce qu'on appelle les frappes sur le toit, c'est-à-dire le largage de petites munitions sur le toit d'un bâtiment, ou de munitions qui n'explosent pas, pour avertir tout le monde de l'évacuer avant une frappe. Alors, aucune armée n'avait jamais mis en œuvre ces pratiques en temps de guerre. Cette utilisation, évidemment, de frappes sur le toit a été réduite maintenant pendant la guerre, mais reste toujours une option dans certains cas. Les Israéliens ont envoyé des drones équipés avec des haut-parleurs. Ils ont largué par parachute des haut-parleurs géants qui ont diffusé des messages invitant les civils à quitter les zones où le combat allait avoir lieu. Ils ont distribué des dépliants pour donner aux civils des instructions sur le moment et la manière d'évacuer. Ils leur ont indiqué par où passer. Les Américains avaient mis en œuvre des tactiques de couloirs sécurisés lors de la deuxième bataille de Fallujah et contre l'État islamique à Mossoul en 2016-2017. Et pour rappel, lors de la bataille de Mossoul, le gouvernement irakien avait dit aux civils de ne pas évacuer d'abord et de s'abriter sur place. Ensuite, il leur avait donné l'ordre de partir en empruntant les couloirs. Comme il avait annoncé où étaient les couloirs, ce sont les combattants de l'État islamique qui ont miné les couloirs et qui ont tiré sur tous ceux qui les utilisaient pour s'échapper. Donc, des centaines de milliers de civils sont restés coincés dans les zones de combat pendant des mois, ce que les Israéliens ont évité. Ils ont largué plus de 500 000 brochures, des millions de tracts, ils ont diffusé des messages à la radio, sur les réseaux sociaux pour donner des instructions aux civils pour qu'ils quittent les zones de combat. Ils les ont appelés personnellement par téléphone.
Ils ont envoyé plus de 10 millions de SMS et d'appels préenregistrés pour donner ces instructions. Enfin, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire. Ils ont distribué des cartes militaires et des graphiques de guerre urbaine pour leur dire quelle zone évacuer et par où passer. Ils ont fait des pauses quotidiennes de 4 heures annoncées à l'avance pendant plusieurs jours consécutifs pour les aider à utiliser ces couloirs. Bon, ce ne sont pas les seuls, hein, ça a été fait par d'autres aussi dans le passé, mais ils l'ont fait. Et puis, ils ont utilisé des munitions à guidage de grande précision, précisément pour éviter de toucher des non-combattants, notamment en utilisant des bombes de très petit diamètre et des technologies qui, qui assurent un guidage extrêmement précis. Et finalement, ils ont appliqué exactement la règle de proportionnalité qui est requise par les lois des conflits armés. Et alors là, c'est vraiment là que je vais commencer à répondre à votre question. Les gens ne comprennent rien à ce que c'est que la proportionnalité. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'il y ait tant de morts d'un côté et moins de l'autre et que c'était pas bien. D'abord, le but du jeu pour un militaire, pour un général, c'est de faire en sorte qu'il n'ait pas de perte et d'en infliger le maximum aux autres. Donc, il est normal qu'il y ait une disproportion entre deux parties au combat. S'il y a une proportion, c'est une catastrophe. Ça veut dire que la bataille n'a pas de vainqueur. Mais surtout, d'un point de vue juridique, la proportion dépend de la valeur de l'objectif militaire que l'on peut tirer d'un acte pondéré par l'estimation des dommages collatéraux attendus. Je prends un exemple très simple pour expliquer ce que je dis. Il y a un petit village et votre armée passe à côté. Dans ce petit village, il y a un sergent et 5 hommes de l'armée ennemie épuisés qui se sont assis dans une maison et qui se reposent. Ils n'ont pas de moyens de communication avec le reste de leurs troupes, ils sont coupés de leur unité. Vous le savez. Si vous rasez le village pour les tuer, ça ne vous apporte aucun avantage tactique ou stratégique. C'est un crime de guerre. Il y a disproportion. Maintenant, si c'est une équipe d'éclaireurs, si c'est une équipe de renseignement qui surveille votre armée, qui va pouvoir dire à l'adversaire exactement par où elle passe et donc par où elle va attaquer, si vous rasez le village pour les tuer, il y a proportion, parce que vous sauvez votre armée en le faisant. La proportion est quelque chose qu'on peut évaluer a posteriori en fonction de l'intention de celui qui bombarde. Ce que, Ça n'a rien à voir avec le nombre de victimes. ce que Rien. ce que vous dites, ça vient du droit C'est le ou... droit. C'est le droit militaire. D'accord. Et les gens ne le savent pas. Et ben, les gens pensent que la proportion est un enjeu numérique. Mhm. La proportion n'est pas un enjeu numérique. Et donc, tout ce que les Israéliens ont fait à Gaza, aucune armée dans l'histoire ne l'a jamais fait. Et les Israéliens ont fait encore plus. Ils ont nourri la population de leur adversaire et ils ont créé des routes au bulldozer pour le faire. À côté de ce que les Israéliens ont fait, les parachutages français et la jetée américaine sont des coups médiatiques qui n'ont servi strictement à rien parce qu'il n'y a jamais eu de manque quantitatif de nourriture à Gaza. C'est pas moi qui le dis. Dès décembre 2023, le porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche, John Kirby, d'une administration pas particulièrement favorable à Israël, a clairement dit qu'Israël prend les mesures nécessaires pour protéger les civils que les États-Unis n'auraient pas été capables de prendre. Selon le rapport qui a été publié en 2024 par les experts juridiques militaires américains et les anciens commandants des forces américaines en Afrique et en Europe, Rodriguez Ebald et Michael Rogers, l'ancien commandant du US Navy, qui sont allés sur place voir la guerre, selon ce rapport, les forces israéliennes ont mené leur guerre à Gaza non efficacement et légalement. Et un peu plus tard, Sir John McCall, qui était le commandant suprême adjoint des forces alliées en Europe, c'est-à-dire le numéro 2 militaire de l'OTAN, qui a fait un voyage d'études à Gaza également, a loué la rigueur des opérations et des règles d'engagement des Israéliens, bien plus strictes pour protéger les civils que les alliés occidentaux et l'armée britannique. Donc, en matière de protection des non-combattants, l'armée israélienne a fait mieux et fait mieux que toutes les armées du monde. C'est un vrai enjeu parce qu'il faut se rappeler que pendant la Première Guerre mondiale, les morts donc, civils par exécution, bombardement ou déplacement forcé ont représenté à peu près 10% des victimes, alors que normalement les armées devaient se battre entre elles et cesser de faire des morts civiles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les morts civiles ont représenté 60% des pertes. Et dans les guerres post-Deuxième Guerre mondiale, 90% des victimes sont des civils. Donc les Israéliens ont totalement minimisé ça. Maintenant, le deuxième gros problème que soulève votre question sur le respect du droit
de la guerre par les Israéliens, les droits humanitaires, c'est le problème de la guerre de siège. Et ça, personne ne l'explique. Alors, si vous voulez que je vous l'explique, il faudra que je rentre un peu dans les détails.